Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous aujourd'hui? 27 mars, c'est le printemps, il fait beau, allez jouer dehors. Ben oui, je commencerai comme ça aujourd'hui, puis la tempête de ce week-end n'a jamais existé. En fait, moi, je l'ai déjà effacé de ma mémoire. Je vous invite à en faire autant. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café, on se parle du cours, on se parle des thèmes du cours. Je vous prépare un peu à ce qui s'en vient demain. Donc, c'est une autre façon pour vous d'aborder les thèmes et contenus du cours. Avant toute chose, parlons des TP2. Ben, c'est fait. Bravo. Vous avez fini vos TP2. C'est remis maintenant. Donc, bien hâte de lire ça. Donc, je corrigerai pas. Je corrige pas tout. En fait, j'ai confié cette tâche-là à Sacha cette session. Mais évidemment, je vais les lire. Puis c'est toujours intéressant de lire vos travaux. Il y a plusieurs travaux qui sont très rigoureux, très pertinents, très sérieux. Puis j'en apprends souvent beaucoup en lisant vos TP2. Donc, merci de l'avoir fait, puis de l'avoir bien fait. Puis, quoi d'autre? Ah ben oui, pensez-y parce qu'en attendant votre examen, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller faire votre auto-évaluation intra-équipe. Donc, je vous rappelle que c'est obligatoire. Obligatoire. Donc, si vous devez, ben d'ailleurs, prenez tout de suite le temps, là, allez faire votre évaluation intra-équipe. Étant donné que c'est obligatoire, puis étant donné que si vous ne le faites pas, vous allez perdre de 10 points, 10% plutôt par jour de retard, là, donc 0,5 points par jour, disons. Puis la note, c'est sur 5. Donc, c'est pas trop long que c'est perdu, là, ces 5 points-là. Donc, appuyez sur pause, là, puis allez faire tout de suite votre évaluation intra-équipe. Bon, c'est fait. Bravo. Ce sera au moins ça de fait. Sinon, ben, si vous ne l'avez pas fait, ben, votre échéance, c'est mardi, la semaine prochaine, donc 4 avril, 23h59. Je vais vous faire un dernier appel le mardi pendant le cours, là, mais sinon, là, ben, les points seront perdus. Donc, faites ça rapidement, s'il vous plaît. Autre date importante, ben, l'examen. Ah, ça aussi, ça s'en vient. Ça, c'est dans 14 jours. Donc, 2 fins de semaine, si vous étudiez seulement le samedi matin, là, il vous reste 2 samedis matins pour étudier votre cours éthique et professionnalisme. Donc, ce sera le 11 avril, l'examen, de 18h30 à 21h. En fait, c'est 2 heures, là, mais je me garde toujours une petite période tampon là, pour me permettre de vous expliquer tout ça, de gérer les potentiels retards ou imprévus. Donc, 18h30 à 21h, ce sera le 11 avril. Ça se fait en classe, pas de notes de cours, un examen très, très classique. Puis, mes conseils d'études, là, c'est toujours les mêmes. Prenez chaque objectif de module. Puis, demandez-vous, si j'étais le prof, qu'est-ce que je ferais avec cet objectif-là? Quel genre de questions je poserais à l'examen pour vérifier que mes étudiants ont atteint les objectifs? Puis, si vous répondez... si vous regardez les objectifs puis vous vous dites ah, ça, je serais capable de répondre à une question qui cible cet objectif-là, ben vous êtes prêt pour votre examen. Donc, prenez chacun des objectifs puis posez-vous cette question-là. Puis si vous dites ben non, je ne sais même pas de quoi il parle dans cet objectif-là, ben c'est ça. C'est exactement ça que vous devez étudier pendant vos 2 prochains week-ends. OK, cette semaine, gros thème cette semaine, science et société. Donc, ces deux gros blocs, on essaie de voir les interstices ou les liens qui s'articulent entre la science et la société. C'est le module peut-être le plus philo-socio des sciences de votre cours éthique et professionnalisme. Donc, il y a de la réflexion, il y a de la philo, il y a de la socio. Si vous n'êtes pas familier avec ces approches-là, ben, ce sera peut-être le cours où là, on s'aventure dans un terrain peut-être moins bien maîtrisé pour vous. Donc, c'est peut-être le temps de fermer vos autres distractions pendant ce podcast, d'ailleurs. Donc, si vous m'écoutez en marchant, si vous faites la vaisselle, c'est parfait. Vous allez pouvoir vous concentrer sur votre prof. Mais si vous avez
3 écrans d'ouvert, puis vous regardez des TikTok en même temps, non, ça, je vous invite vous allez me perdre. Dans 5 minutes, vous allez me perdre. Vous pouvez l'essayer, là, mais dans 5 minutes, vous allez me perdre parce que c'est assez réflexif, introspectif, là, ce que je vous demande de faire, de suivre aujourd'hui. Donc, c'est le moment pour vous de peut-être là, vous grattez le menton, puis vous adoptez votre posture du penseur de Rodin, là, puis vous m'écoutez patiemment, puis vous réfléchissez avec moi, sinon vous m'accompagnez dans mes réflexions. Donc, grosses questions qui sont abordées dans ce cours, puis tiens, je vous les pose déjà pour mettre votre propre esprit en marche. C'est quoi le rôle social des professionnels en sciences et génie? Pourquoi diantre votre prof vous parle de rôle social dans un cours d'éthique en sciences et génie? Est-ce que vous avez une influence sur la société? Aurez-vous une influence sur la société? Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de certains projets techniques, là? Pensons au troisième lien, au tramway, aux intentions sociales de Twitter, ce genre de thème-là, là, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de tout ça, de certains projets? Est-ce que vous pouvez vous contenter de confier à d'autres cette responsabilité-là de s'occuper justement des enjeux sociaux et moraux des technologies? Est-ce que c'est seulement votre tâche, c'est seulement d'appliquer la technologie, de vous mettre au service de la science et de la technologie? Ou est-ce que vous pouvez en faire un peu plus? Est-ce que vous devez en faire un peu plus? Ou est-ce que vous pouvez vous contenter de laisser à d'autres la tâche de réfléchir à tout ça? Puis, écoutez-vous encore? C'est ça les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Tiens, je vais mettre un son agressif là, tout de suite en partant là, pour vous réveiller parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? Parce que j'ai d'autres questions. J'en ai d'autres. Est-ce que la science peut nous aider à résoudre tous les problèmes du monde? Est-ce qu'au contraire, la science, elle est moralement neutre, objective, amorale, elle n'a pas rapport avec les problèmes du monde? Nous, on découvre des technologies, on se met au service de la science, puis d'autres utiliseront la science et la technique pour résoudre les problèmes du monde ou pour mettre le feu au monde. Ou au contraire, la science est amorale. Donc, ce genre de thème-là. Autre question, la science influence la société. La société, elle, influence-t-elle la science? Donc, voilà le genre de questions que je vous prépare dans ce module. Il y en a plein, on va en aborder quelques-unes dans ce podcast, d'autres pendant l'enregistrement de cours, donc demain en classe. Êtes-vous prêts? On y va. Je dirais qu'il y a 2 questions centrales dans ce module. Donc, quel est votre rôle dans la société? Donc, votre influence sur la société. Et réciproquement, donc l'autre question, quelle est l'influence de la société sur la science et sur le professionnel en sciences et génie? Donc, c'est surtout sur la deuxième partie, là, celle-là, là, que j'aimerais insister pendant ce podcast. Donc, l'influence de la société sur votre science et sur vous en tant que professionnel en sciences et génie. Donc, le contraire, là, ça, vous le maîtrisez un peu mieux. Je dirais que c'est déjà plus facile à concevoir votre influence sur la société. Donc, ça, c'est plus facile. Si vous êtes inscrit en sciences et génie, c'est notamment parce que quelque part, dans le fin fond de votre moi, vous êtes convaincu que vous pouvez avoir une influence sur la société. Donc, vous rêvez de plein de choses, vous avez de belles intentions, vous voulez transformer le monde. Pour certains, c'est maîtriser un peu mieux la nature, la matière, l'énergie pour d'autres, maîtriser le vivant. Ça fait partie des
des ambitions, construire, mais construire un monde meilleur, hein, c'est au sens propre, là. J'imagine, baliser notre monde, faire du sens, participer à une certaine forme de paix sociale. On va y revenir sur ces idéaux-là là, qui sont associés aux sciences et au génie. Mais je dirais que si vous êtes là, si vous m'écoutez dans ce cours, si vous vous êtes inscrit dans un programme de sciences et génie, c'est déjà que ça fait du sens pour vous parce que vous croyez que cette science et ce génie peut contribuer au bien commun, hein, d'une certaine façon. Il y a plusieurs projets qui ont démontré ça. Je dirais que le succès de la dernière vaccination là, fait partie des exemples de contribution sociale notoire. Voilà une science, voilà comment la science et la technique ont encore une fois démontré sa pertinence, comment elle pouvait participer au bien commun. Donc ça, absolument, les étudiants en sciences et génie ont déjà intégré ce premier mouvement. Mais la deuxième partie, elle est plus difficile. Comment que la société, elle, influence la science? Comment que la société, elle, influence déjà votre conception de la science et du génie, influence déjà comment vous comptez exercer votre rôle en sciences et génie? Donc, avant d'aller plus loin, il faudrait déjà s'attaquer à une distinction importante, là, c'est-à-dire la distinction entre science et recherche scientifique. Cette distinction-là, elle est importante si vous voulez comprendre comment que la société finit par influencer la science. Faut faire cette distinction-là entre la science et la recherche. Je le ferai en classe, là, mais je me permets déjà de vous expliquer quelques-uns de ces concepts. Donc, distinguer la science, dont le contenu de la science se veut justement coupé de la société, et la recherche en sciences, dont le contenu est systématiquement influencé par la société dans laquelle elle s'exerce. Donc, commençons par la science. La science, le scientifique, hein, ça c'est le personnage central de cette science. C'est celui que vous allez voir à Découverte, là, Charles Tisser. C'est Martin Carly. Connaissez-vous Martin Carly? On le voit dans des émissions scientifiques. Donc, ce genre de personnage-là incarne la science. Hein. Pour lui, la science, elle est certaine, objective, peu changeante. Elle est apolitique. Hein. Ce pas ces personnages-là qui vont vous parler de politique ou des liens entre la science et le politique ou des liens entre science et société. Hein, son seul but, son objectif social, son rôle, hein, pensez à Martin Carly, là, son rôle, c'est de vous communiquer, de vous instruire des vérités et faits scientifiques. Hein. Il vulgarise. C'est ce qu'on tente de faire, là, c'est-à-dire faire passer le savoir. Donc, un savoir qui est complexe, là, qui est vivant, qui est changeant, mais on le fait passer à quelque chose de plus simple, plus stable, plus facilement enseignable d'ailleurs, parce qu'il est plus simple et plus stable. Donc, c'est cette conception de la science que vous allez vous aussi retrouver dans vos textbooks là, préférés. Là. Prenez n'importe quel gros textbook là, 400 $. En chimie, en physique, en génie, je ne sais pas combien vous en avez acheté, là, mais c'est justement cette conception-là de la science qui est dans ces ouvrages. C'est sûr que si vous consultez ces ouvrages, la connaissance vous semblera apolitique, asociale, mais faites attention, c'est un leurre. En fait, si le savoir paraît à ce point-là asocial, apolitique, c'est justement parce que dans ces textbooks, c'est en fait le processus de production, de diffusion de la connaissance, celui qui est propre à la recherche, ce processus-là, il est progressivement et méthodologiquement, il est effacé. On va tenter d'effacer les traces des influences politiques et sociales sur la science à travers le processus de création de ces textbooks. C'est-à-dire que dans vos textbooks, tout ce qu'on va garder, c'est le contenu rationnel de production de la connaissance,
Des fois, on va vous raconter l'histoire de la science, là, mais c'est toujours à travers l'histoire des idées, comment que les idées finissent par lutter entre elles, et puis à la fin, il y a des idées qui réussissent à survivre dans ce processus-là, mais faites attention parce que le vrai processus de production de la connaissance, celui qui est propre à la recherche, lui, il n'est pas totalement rationnel. Lui, il n'est pas totalement pur et objectif, là, c'est beaucoup plus compliqué et il y a des liens avec la société, là, j'y arriverai un peu plus tard. D'ailleurs, la science, même dans vos textbooks, je vais vous le démontrer un peu plus tard, là, ne réussit pas parfaitement à effacer les traces de la société. Hein? On va tenter d'effacer des traces de la société, du politique, peut-être des influences politiques sur la constitution de la science dans ces textbooks, mais on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais parfaitement. Puis je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. Donc le scientifique, hein, le Martin Carli, là, lui, il n'existe pas vraiment. Hein? C'est une construction sociale. Il n'existe que dans notre tête. C'est un personnage. D'ailleurs, Martin Carli, là, voyez-le comme un personnage. Il est une construction sociale. Il est là dans nos têtes pour incarner cette idée-là que la science, elle est objective, froide, elle est associée à la vulgarisation. D'ailleurs, si je vous demandais de dessiner un scientifique, hein, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec vous là, au dernier mini-test, juste avant de partir en classe, je vous ai dit, dessinez-moi un scientifique. Puis, j'ai bien hâte de vous montrer ces beaux dessins-là. Ah, puis beau, il faut mettre, faut entendre des guillemets radiophoniques là, parce que ce n'est pas artiste qui le veut. Donc, le test en question, c'est formaté. Donc, c'est un vieux test. Ça s'appelle le DAST test. DAST pour Draw a Scientist Test. Donc, l'idée, c'est qu'on demande à peu près à n'importe qui de dessiner des scientifiques. Puis les dessins sont à peu près toujours les mêmes. Puis pire, je dirais, plus on se rapproche de l'université, plus ils sont semblables, plus on se rapproche de votre université ou je dirais votre bac, là, disons, là, plus on se rapproche, plus on demande à ces personnes-là de dessiner des scientifiques, plus leur dessin ressemble à Martin Carli. Donc, désolé de vous le rappeler, là, cette réalité de la science, vous l'avez tranquillement, elle s'est incarnée à travers des personnages, mais vous l'avez intégrée. Puis, ça nuit à votre compréhension des liens entre science et société. Donc, si vous voulez faire ce pas supplémentaire, il faut accepter une autre réalité. Il faut accepter que la science n'est pas exactement cette caricature. Le scientifique n'est pas Martin Carli. Donc, d'ailleurs, allez faire le tour des labos à l'université, là, puis vous allez voir qu'un chercheur, c'est pas exactement ça, là. C'est pas toujours des hommes blancs avec des sarraux blancs, une barbe, des moustaches, c'est sûr que c'est là. Des lunettes, c'est sûr que ça prend des lunettes. Puis souvent, là, vos dessins, là, il y a toujours un Erlen meilleur à quelque part, là, ou en tout cas du matériel scientifique. Puis si vous les faites parler, ça crie Eureka. Ou il y a peut-être aussi là, celui qui cache un secret, là, un scientifique. Donc, ça reste des caricatures, ça nous permet de comprendre comment la science s'incarne dans notre société, mais tout ça, ça reste plus que des caricatures, c'est notre conception, ça incarne notre... en fait, c'est une construction sociale qui est à l'œuvre. Donc, éventuellement, si vous voulez faire des liens entre la science et la société, il faut être capable d'en sortir. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de penser, d'avoir en tête l'idée que sortir de ce Martin Carli de votre tête là, et d'avoir en tête un chercheur en sciences. Donc, c'est lui qui va vous permettre de voir les liens entre la science et la société. Donc, c'est avec lui que vous allez faire ce lien-là et non pas avec Martin Carli. Donc, le chercheur. Et le chercheur, il ne ressemble pas à Martin Carli. En fait, si vous promenez dans les corridors du Vachon, du Pouliot, puis vous en avez déjà rencontré des chercheurs. Il y a plusieurs profs qui sont des chercheurs autour de vous, là. Puis, il n'y a pas de Martin Carli.
Il y en a des fois qui peuvent peut-être lui ressembler, là, mais généralement, ça peut être aussi une femme, hein? Ça peut être un jeune, ça peut être un étudiant, un chercheur, ça peut être une minorité ethnique, culturelle, ça peut être quelqu'un qui fait partie des minorités visibles, de genre. Il n'y a pas toujours son sarrau. Donc, souvent, il ne l'a même pas, le chercheur, puis il touche plus souvent à son PC qu'à un Erlenmeyer. Donc, un chercheur et une chercheure. Donc, c'est ça que vous devez avoir en tête là, pour faire ce lien-là là, entre la science et la société ou entre la société et la science. Pour le chercheur, ben, vous allez voir que sa conception de la science, c'est bien différent. Hein, pour lui, le chercheur, la connaissance, elle est incertaine. Ben oui, c'est pas Martin Carly. Là. Donc, pour lui, il doute de tout, y compris de ce qu'il a étudié. Donc, les principaux concepts, il est capable de les remettre en doute. Il va s'y attacher tant que ces concepts-là peuvent durer. Mais en même temps, des fois, on conçoit des expérimentations justement pour contredire les faits qui sont reconnus par tous et toutes. Donc, pour le chercheur, contrairement à Martin Carly, la connaissance, elle est incertaine, elle n'est pas objective, hein, elle est subjective. Subjective au sens où, vous allez voir, les chercheurs, ils vont toujours lier la connaissance à une personne. Hein, ils vont dire, tel chercheur a démontré, ou tel auteur, ou l'équipe de Sénéchal et al. A démontré telle chose. Donc, le chercheur, il nous rappelle que la science, celle qui est en train de se construire, elle est liée à une personne. Pour lui, le chercheur, la science, elle est également changeante. Donc, il pourrait être... c'est concevable dans la tête d'un chercheur que la science pourrait changer, que les principaux théorèmes pourraient être remplacés par d'autres, plus fiables, plus vrais, les leurs, souvent. C'est comme ça qu'on essaie de faire nos démonstrations. Pour lui, le chercheur, toujours, hein, ses activités de recherche ne sont pas coupées de la société. Là. Au contraire, elles sont intensément liées aux politiques, aux enjeux sociaux. D'ailleurs, les chercheurs, quand ils rédigent leurs demandes de subventions, là, souvent, ils vont cibler des enjeux sociaux, des besoins sociaux importants, puis vont tenter de démontrer comment leurs recherches peuvent contribuer à tout ça. D'ailleurs, les chercheurs lisent les budgets politiques, donc ils vont tenter d'aligner leurs intérêts de recherche avec les thèmes qui sont promus et financés. Hein, puis ça peut changer, vous allez voir, selon les époques. Ce pas toujours les mêmes champs du savoir qui sont financés ou lourdement financés. Pensez en ce moment, là, c'est l'intelligence artificielle. Là, non? Si vous voulez de l'argent en recherche, que vous soyez en éthique ou en informatique d'ailleurs. Là. Si vous voulez de l'argent en recherche, écrivez intelligence artificielle. On va vous lancer de l'argent directement sur votre perron. Ça a déjà été optique, photonique. Avant, on parlait plutôt des données massives. Pensez à l'argent qui a été et aux projets de recherche qui ont été stimulés par la crise de la COVID-19. Donc, follow the money, qu'on dit lorsqu'on fait enquête, là, mais également pour comprendre ce qu'est la science, le financement de la recherche, c'est important pour vous de vous y intéresser, notamment pour voir quels sont les liens entre la société et la science. Hein, vous allez découvrir qu'il y a certains champs du savoir qui sont promus, qui seront promus à travers les intérêts des bailleurs de fonds, donc des champs de recherche qui semblent plus prometteurs, qui servent mieux une conception du bien qui est celle promue par le gouvernement en place. Donc, le voyez-vous un peu mieux, là, le lien entre science et société, et surtout entre société et science. Donc, pour bien saisir ces liens et cette influence de la société sur la science, vous devez avoir en tête cette distinction. Alors, rappelez-vous que lorsqu'on parle de la science, on parle aussi de la recherche en science. Donc, la science, avant de se retrouver dans vos beaux textbooks, là, elle est recherche. Et cette recherche est liée aux enjeux sociaux. C'est via cette voie que cette science peut être influencée un peu par la société, elle peut être influencée par le financement de la recherche
et ces traces d'influence ne seront jamais effacées complètement de la science. En somme, même cette science que vous pensez peut-être coupée de la société, que vous pensez qu'elle est protégée de ses influences, qu'elle est neutre, qu'elle est objective, puisqu'on l'a enfermée dans un laboratoire, bien, même cette science pure, hein, on utilise ce terme-là, là, même cette science pure, elle est liée aux politiques. Il y a des enjeux sociaux qui réussissent à se trouver un chemin jusque dans cette science qu'on désigne comme étant pure parce qu'elle aurait réussi à être coupée de la société. Et on peut pousser encore cette réflexion plus loin. Cette science, et je vais le formuler sous forme de question, est-ce que les textbooks que vous avez en ce moment, est-ce qu'on peut retrouver dans ces textbooks des influences de la société? Est-ce qu'on peut trouver des influences de certains financements, certaines politiques d'une certaine époque? Est-ce qu'on peut trouver encore des traces dans vos textbooks? Prenez-en un textbook. Hein, il vous coûte assez cher, ce textbook-là, là, à 400 $. Donc, prenez-en un. Ça, oui. Prenez-en un, oui. Puis lisez-le. Il faut les lire au complet, ces beaux textbooks-là, pas juste les mettre dans une bibliothèque. Puis essayez de trouver des traces de l'influence de la société dans laquelle a été conçu ces textbooks. Est-ce que vous trouvez des traces? Non? Vous êtes certain? Moi, j'ai plusieurs exemples à vous donner. L'exemple que je vais vous citer en classe, c'est peut-être le plus significatif ou le plus un peu caricatural, là, je dirais, parce que c'est l'exemple de l'affaire Lysenko. Donc, Lysenko, c'était un chercheur, mais lui, il était en plein régime socialiste soviétique lorsqu'il a fait ses travaux. Puis, si vous réussissez à trouver un textbook là, qui a été publié à cette époque, donc, ça parle, lui, il faisait de la génétique. Donc, il ne faisait pas de la génétique mendélienne parce que c'était pas comme ça qu'on l'appelait à l'époque. On parlait plutôt là, de génétique prolétaire ou de science prolétarienne de l'hérédité. Donc, c'est vous dire comment l'influence de la société sur la science était un peu grossière à cette époque. Mais voilà, ça, c'en est un exemple où la société réussit à s'immiscer dans le cœur de la science, mais vous me direz que celui-là est un peu caricatural, puis vous aurez raison, mais en même temps, je voulais vous démontrer que c'était possible. Deuxième exemple que je vais vous donner en classe, c'est l'exemple de Alan Turing. Donc, vous connaissez sûrement Alan Turing, qui, lui, on a donné entre autres son nom au Turing Test là, pour tester si on est capable de voir si si on confond une intelligence artificielle avec une intelligence humaine, à ce moment-là, on aura démontré que l'intelligence artificielle est performante. Donc, le test de Alan Turing. Alan Turing, je vais vous raconter cette histoire-là en classe, mais vous allez voir comment que la société, là aussi, a réussi à s'immiscer jusque dans la science. Alan Turing, vous allez le voir, là, si vous lisez une biographie de Alan Turing, il va partir d'un mathématicien hors norme qui va être célébré pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres par ses travaux, mais ses contributions aux militaires à l'époque. Donc, il va permettre de décrypter les communications allemandes. Mais Alan Turing, la société change et Alan Turing va en souffrir, c'est-à-dire qu'il va être condamné pour homosexualité dans les années 50. Et ce faisant, tous ses travaux vont être boudés même du champ de la science, donc du champ consensuel de la science. Puis vous avez assisté, vous, probablement de votre côté, à la résurgence d'Alan Turing ou sa réhabilitation sociale ou sa célébration sociale même. Vous allez le voir le passer dans les... Peut-être avez-vous vu le dernier film avec... le dernier film, ça commence à dater, mais le film avec Benedict Cumberbatch, vous savez, dans Doctor Strange, qui incarnait justement dans Alan Turing dans un film récent où justement Alan Turing est célébré dans ce film, non seulement comme un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, mais un modèle trans, justement. Donc, la société change
et influence la science. Hein? Mais parce que les chercheurs sont humains, puis sont influencés par toutes sortes de choses, leur père, la société dans laquelle ils vivent, la morale de leur époque, puis la conception du bien de leur époque aussi. Donc la science n'échappe pas à cette influence. Puis l'histoire d'Alan Turing le démontre autrement. Autre exemple, ça aussi je vais le citer en classe, puis je vous le cite déjà, c'est la classification des espèces avec Carl von Linné. Donc si vous avez fait un peu de biologie en génétique, là, vous êtes familier avec cette classification des espèces de M. Linné, donc la classification Linné, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc allez voir dans votre textbook là, de bio, là, c'est sûr que vous avez en tête, vous allez trouver là, ce fameux tableau taxonomique là, où on classifie les différents règnes du vivant. Puis je vous invite à zoomer ou aller voir plus bas, ou en fait c'est en haut à gauche là, du tableau. Vous allez voir comment il classifie les humains. Donc vous allez voir que Linné classifie les humains en 4 catégories. Donc, il classifie en 4 catégories. Puis là, si vous ne voyez pas des influences de la société de l'époque, là, 4 catégories. Donc, d'abord, les Americanus, qui sont rouges, colériques et droits. Les Européus, qui sont évidemment blancs, sanguins, mais musculaires. Il faut voir, ça dépend des Européus qui vous entourent. Asiaticus, donc qui sont jaunes pâles, qui sont mélancoliques et rigides. Rigides. Hein, ça s'incarne, là, ces stéréotypes-là. Là. Et dernière catégorie, les affaires, A-F-E-R, qui sont noirs, flegmatiques et décontractés. On dirait une description maladroite de Barack Obama. Puis ça, c'est pas votre vieil oncle à moustache là, qui vous dit ça dans un party de Noël. Donc non, lui, celui qui vous dit ça, c'est le père de la biologie moderne. Donc Carl von Linné. Le but, c'est pas de déprécier ses travaux, bien au contraire, il a marqué la science avec cette classification. Puis il y a beaucoup de classifications de constats qu'il fait là-dedans qui sont vraiment utiles et encore pertinents. Mais en même temps, ce que je voulais vous démontrer, c'est que la société influence un peu comment on conçoit la science, comment on construit la science à cette époque. Et vous en voulez d'autres exemples? Ben, j'en ai plein. Donc, en classe, peut-être mon préféré, c'est les textbooks de biologie de la reproduction, parce que moi, j'ai fait mes études en biologie de la reproduction. Donc ça, c'est fascinant. J'en ai plusieurs exemples, mais je vous en donne quelques-uns en classe. Là. Mais prenez-le, là, n'importe quel livre de biologie de la reproduction ou physiologie de la reproduction, n'importe quoi qui parle de reproduction scientifique, là, vous allez voir que le langage utilisé pour parler de l'embryon et du spermatozoïde, là, c'est très éclairant sur le discours d'une époque, là. C'est-à-dire que ça ressemble souvent à des histoires de princes et princesses. Là. C'est aussi triste que ça. Là. On y parle d'un ovule qui est souvent passif, là, qui prépare son petit nid puis qui attend patiemment là, d'être fécondé par un petit prince spermatozoïdo charmant. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais je vais le dire comme ça. Puis le spermatozoïde, justement, lui, on le décrit comme étant actif, vigoureux, en mission, doit gagner la bataille contre ses semblables, puis à la fin, il doit conquérir l'ovule, puis pénétrer l'objet de sa quête. Écoutez, c'est littéralement des histoires de princes et princesses. Donc, voilà, ça aussi, ça reflète la société d'une époque. L'ovule, il est là, il est seul, il faut en prendre soin. Puis vous voyez notre conception des relations hommes-femmes, ben, même d'une époque. Écoutez, j'ai des citations en classe où le chercheur dit « Chaque ovule perdu est un gâchis ». Donc, accusant presque les femmes d'avoir des règles. Puis plus tard, le même chercheur dit les spermatozoïdes sont là et sont courageux, mais jamais il parle de gâchis. Là.
Puis du gâchis, messieurs, en voulez-vous, là, du gâchis de spermatozoïdes? Donc, ben oui, j'ai dit ça. Donc, j'espère que vous êtes réveillés maintenant, là, que vous m'écoutez un peu plus attentivement. Mais du gâchis, en voulez-vous, messieurs? En voilà. Donc, mais jamais on parle de gâchis. Mais on parle de gâchis d'ovules, hein. Chaque mois, un ovule est gâché. Donc, du calme. Du calme, messieurs, ce ne sont que des gamètes. Hein? C'est ça la réalité. C'est pas des princes et des princesses, là. C'est des gamètes. Ça en prend deux complémentaires pour faire un être vivant, puis rien de plus. Puis le reste, je comprends qu'on veut vulgariser, mais les histoires qu'on nous raconte ou la façon qu'on tente de vulgariser, d'expliquer, ça nous explique que ça laisse des traces. Puis les chercheurs sont influencés par leur époque, hein. Ils vont porter les myopies de leur époque, les préjugés de leur époque. Puis si c'est vrai pour cette science du passé, ça devrait être encore le cas aujourd'hui. Donc, posez-vous la question, hein, c'est quoi en ce moment, quand je regarde un article scientifique, quand je lis un texte scientifique, quelles sont les valeurs, les myopies, les préjugés propres à notre époque qui sont peut-être là en ce moment même transigés, transmis à travers ces textes. Dans le cours, j'explique également le contraire, hein. La science influence la société et que vous incarnez la science et en exerçant la profession en sciences et génie, vous influencez la société. Donc, l'idée de rôle social, celle-là, je l'explique en classe, mais cette idée-là, encore une fois, elle est bien comprise. Mais la partie sur laquelle je souhaitais insister dans ce podcast, c'est l'idée que, en exerçant la science, en étant un acteur de la science, au service de la science, vous êtes déjà au service de certaines valeurs, puisqu'elles sont déjà là dans la science que vous tentez d'exercer. Donc ça, c'est peut-être l'idée plus difficile à saisir. Quand vous allez vous mettre au service de certains projets en sciences et génie, lorsque vous allez vous mettre au service de ces projets, ce n'est pas seulement vous et vos intentions avec vos propres valeurs, vous allez influencer la société. Ce qui est important de constater ici, c'est que certaines valeurs et certains projets sociaux sont déjà au cœur de la science et de la technique que vous allez bientôt exercer. Hey! M'écoutez-vous encore? Hey! Bon, je vous l'ai dit là, que ça allait être difficile. Donc, fermez vos distractions, là. Mettez-vous un peu d'eau froide dans le visage, là. C'est le moment, là. Donc, je vous parle. Tiens, je vais vous mettre un petit pont sonore, pour faciliter la transition, là. Sarcasm self-test complete. Et je vous dis ça parce que je le sais qu'en ce moment même, il y en a plusieurs qui pensent que leur rôle est... mon rôle, c'est seulement technique, c'est la science. La science est neutre, la science est amorale. Puis ils feront bien ce qu'ils veulent avec mes travaux, avec les techniques, les outils que je développe, les outils techniques que je construirai. Mais à la fin, moi, je suis neutre, la science est neutre. Mais moi, ce que je souhaite vous convaincre, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ce que je souhaite vous dire, c'est que lorsque vous allez construire des ponts, des routes, vous ne faites pas seulement que construire des ponts et des routes. C'est pas neutre, tout ça, là. Hein, vous vous mettez au service d'une conception du bien commun, d'une conception de la vie bonne, d'une conception de c'est quoi la ville idéale, de ce que devraient être nos transports. Donc, vous faites ça. Ce n'est pas seulement une route que vous construisez, vous vous mettez au service d'un projet social. Donc, ce n'est pas seulement des projets techniques. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous mettre au service de certaines valeurs. Donc, c'est ça le lien. Il faut que vous le fassiez. Lorsque vous faites le choix de vous mettre au service de certains projets techniques, ce n'est pas seulement un projet technique. C'est des projets sociaux aussi qui sont, lorsque vous regardez un peu plus globalement ce qui se passe, là, vous êtes en train de faire des choix moraux. Vous sacrifiez certaines valeurs. Vous vous mettez au service de certaines valeurs et vous sacrifiez certaines autres valeurs. Donc, tout ça, là, si vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, tout ça, ça va vous échapper,
Ça va rester caché dans nos projets de construction, nos ponts, nos routes, mais il faut faire l'effort supplémentaire de voir quelles sont les valeurs qui se cachent derrière ces projets de construction de ponts, de routes. Il y a d'autres exemples. Hein. Si vous construisez des trains électriques, si vous participez à l'élaboration, la conception d'outils, de systèmes d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, ben vous participez au domaine de la santé. Vous vous mettez au service d'un projet commun de certaines valeurs. Ne serait-ce que la santé publique, c'en est une valeur. Si vous travaillez je voyais avec des étudiants dans les produits cosméceutiques, il y a des valeurs qui sont associées à cette industrie-là. Si vous travaillez dans les lidars, les GPS, tout ça, c'est pas seulement un outil. Là, les projets dans lesquels vous allez vous investir, il y a des valeurs. Il y a un projet social qui se cache derrière tout ça. Là. Faites de la chimie nutraceutique. Si vous travaillez dans l'industrie pharmacologique, il y a un projet social qui est derrière. Là. Il y a une conception de la science et surtout de la santé qui est derrière ce genre de projet-là. Même chose pour les ponts, les immeubles. Si vous faites tout ça, il y a un projet social derrière. Il y a des valeurs qui se cachent derrière. Ce ne sont pas seulement des gestes techniques amoraux neutres. Vous vous mettez au service. Puis lorsque vous choisissez de vous mettre au service, lorsque vous choisissez un domaine, lorsque vous choisissez un employeur, vous décidez de vous mettre au service. Hein? Vous allez vous mettre au service de qui maintenant? De quoi? Cette belle petite tête là, que vos parents aiment bien, là. Vous êtes intelligent, vos proches vous aiment tant. Vous allez vous mettre au service. Vous allez choisir un employeur, surtout en ce moment, dans le contexte économique, là, vous avez un levier important. Là. Donc, on manque de main-d'œuvre. Vous êtes en belle position là, pour choisir un employeur. Vous allez vous mettre au service de cet employeur. Et cet employeur va vous demander de contribuer à certains projets, des projets qui ont une influence sociale. Donc maintenant, vous allez vous mettre au service de qui, de quoi, de quelles valeurs, et ces valeurs sont-elles cohérentes avec les vôtres, avec votre propre morale. Donc c'est ça le lien là, entre science et société peut-être le plus important. C'est-à-dire que dans les projets techniques, vous les appelez des projets techniques, des projets scientifiques, la morale, elle est là. Elle est cachée dans la science, dans les outils techniques, dans les projets techniques et technologiques que vous développerez et vous serez au cœur de cet exercice de la science et du génie. C'est vous, en contribuant à ce genre de projet, qui vous mettrez au service de certaines valeurs, de certains projets sociaux, de certaines conceptions du bien commun. Donc, votre rôle, là, vous le voyez bien, là, il dépasse la technique. Il est social. Et j'ajouterais même, il est moral. C'est vous. Vous êtes au service de projets sociaux. Vous vous mettez au service d'une conception du bien. Donc, pas du bien en général avec un grand B. Qui peut le définir, ce grand bien avec un grand B? Vous vous mettez au service d'une conception du bien, celle promue peut-être par votre employeur, celle promue par la science que vous allez exercer, celle promue par la société dans laquelle nous vivons en ce moment. Mais vous vous mettez au service de valeurs. Et, ce faisant, vous faites la morale. Vous nous faites la morale. Ça, c'est le pas supplémentaire que je vous demande de faire. Là, c'est-à-dire qu'au début du cours, rappelez-vous, là, au début du cours, là, cours 1, rappelez-vous de la vidéo, Jean-François Sénéchal là, pète une coche ou pète un plomb, je ne me souviens jamais du nom. Vous pensiez que c'était moi qui allais vous faire la morale, puis moi, je vous dis le contraire. C'est vous qui nous faites la morale. C'est peut-être la citation la plus choquante de ce cours d'éthique. Là. C'est pas votre prof qui vous fait la morale, c'est vous, éventuellement, dans vos faits et gestes, par vos choix, le choix de la science que vous allez bientôt exercer, le choix de vos employeurs. C'est vous qui faites littéralement la morale, qui la construisez, la morale. Vous vous mettez au service de projets techniques, scientifiques qui vont influencer ce que je mange, ma conception même de la nutrition. C'est vos projets qui vont influencer comment je vais me déplacer, où je vais vivre.
Dans quel type d'environnement? Dans quel type de ville? Quel devrait être mon rapport avec la santé, avec la nature, avec la vie, avec l'environnement? Donc ça, vous le faites. Vous influencez le monde, puis vous construisez la morale. Pensez à des inventions récentes ou des technologies modernes. Donc, l'invention de l'automobile, de l'avion, de la vaccination, pour vous, de l'Internet, des cellulaires. Puis regardez comment tout ça, des applications en intelligence artificielle. Pensez à ChatGPT en ce moment, là, puis regardez comment ces technologies-là influencent ce que nous sommes, influencent nos rapports sociaux, influencent la société. Donc, ce n'est pas seulement des outils techniques, ils ne sont pas neutres moralement. Ils ont une influence sociale. Ils influencent ce que nous sommes, nos interactions. Puis, ils nous prescrivent d'une certaine façon c'est quoi leur conception du bien d'un monde idéal. Hein, les réseaux sociaux, c'est un peu ça, là. Idéalement, on nous dit qu'on devrait être constamment en interaction les uns avec les autres. On nous dit qu'on devrait être privé de certains types de relations avec des personnes qui ont des opinions contraires, qui ont une conception du bien qui est différente de la nôtre, puis tranquillement, on nous isole. Donc, ils ont une conception du bien commun. Peut-être qu'elle n'est pas formulée, peut-être qu'elle n'est pas explicitée, mais elle est là, puis elle influence ce que nous sommes, ce que nous faisons, notre conception même de la société dans laquelle on vit. Donc, faites attention, la science, la technologie, votre profession, en vous mettant au service de la science, de la technologie, de certains projets scientifiques et technologiques, vous vous mettez au service de valeurs. Puis peut-être à votre insu. Puis je pense que la réflexion aujourd'hui, c'est peut-être un peu de sortir de cette ignorance. Vous vous mettez au service de certaines valeurs, d'une certaine conception du bien commun, de certaines visions du monde. Puis il est temps pour vous de reconnaître ça, hein, de reconnaître qu'en vous mettant au service, vous vous mettez au service de ces valeurs. Puis il est temps pour vous de voir si ces valeurs correspondent aux vôtres, de votre conception du monde, de votre conception de la société, de votre conception de l'humanité même. Puis de les assumer aussi. Vous allez choisir un employeur, des projets technologiques. Quelles sont les valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que je suis, à ce que je souhaite devenir, à la société dans laquelle je souhaite grandir et voir mes enfants et mes descendants grandir? Pour Calon et là, donc c'est deux chercheurs que je vais vous présenter en classe, deux sociologues qui ont étudié les relations entre la science, la technique et la société. Pour eux, là, vous êtes carrément des activistes sociaux. Vous l'ignorez, là, mais c'est peut-être ce qui est le plus choquant, là, c'est que c'est vous qui faites la morale. C'est vous, peut-être, en sciences et génie, qui influencez le plus ce à quoi la société de demain va ressembler. Donc, la seule différence entre un activiste social, prenons Greta Thunberg, là. Donc, la seule différence entre Greta Thunberg et vous, c'est que vous ignorez à quel point vous allez influencer le monde dans lequel moi, je vais bientôt vivre ou vous allez bientôt vivre. Vous ignorez peut-être à quel point la science, le génie, comment tout ça est chargé de valeur, comment tout ça, en vous mettant au service de certains projets sociaux, comment vous influencez la conception du bien commun. Donc, Greta Thunberg, c'est explicite. Elle le sait dans quel type de société elle veut vivre, puis elle en fait la promotion de plusieurs façons. Mais vous allez vous mettre au service de certains projets technologiques, puis vous vous dites, c'est neutre, il n'y a pas d'influence sur la société, mais faites l'exercice, poussez plus loin. Je vais me mettre au service d'un projet technique. J'ai une conception, je me suis imaginé travailler dans quelques années dans certains projets qui me passionnent. Comment ces projets-là vont transformer la société? Que ferez-vous pour influencer et transformer la société de demain? Donc, vous avez une influence. Vous pouvez transformer la société. Si vous ne décidez pas activement et explicitement de le faire, en vous mettant au service de la science, de la technologie, vous le ferez de toute façon. Peut-être à votre insu.
vous transformerez la société en vous mettant au service d'autres personnes, un employeur qui décidera pour vous à quoi il souhaite que la société de demain ressemble. Donc, vous avez un pouvoir, vous pouvez le faire. Hein? Donc, vous avez la responsabilité, évidemment, qui accompagne ce pouvoir, mais vous pouvez influencer la société de demain. Donc, il s'agit de faire le pas supplémentaire, de dépasser cet inconscient-là. Vous vous mettez au service de certaines valeurs, à votre insu peut-être. L'important, c'est de reconnecter avec cette prise de conscience-là. Non, c'est sérieux ce que je fais là. J'ai choisi un emploi, j'ai choisi un champ de la science et de la connaissance, et ce faisant, je vais transformer la société. Donc, à quoi je souhaite que ça ressemble? Quelles valeurs je souhaite défendre à travers ce genre de projet-là? Et ces valeurs-là, les valeurs, est-ce qu'elles correspondent aux miennes, à ce que je souhaite devenir? Et non pas me mettre au service aveuglément d'un employeur qui décidera peut-être pour moi à quoi la société de demain doit ressembler. Donc voilà, c'était ma présentation d'aujourd'hui. Il y a plusieurs concepts là, que j'ai abordés pendant ma présentation. L'idée de déterminisme technologique. Vous allez voir dans les objectifs de module, là, il y en a 4. Dans le premier objectif, je parle de déterminisme technologique et de neutralité morale de la science. Donc, je les ai utilisés les deux conceptions dans ma présentation d'aujourd'hui, là. Donc, c'est important de replonger dans le contenu de cours demain, là. Donc, soyez là en classe ou sinon réécoutez l'enregistrement de cours parce que c'est important de bien distinguer ces deux-là. Parce que dans mon discours d'aujourd'hui, j'ai utilisé ces deux conceptions-là. Déterminisme technologique, c'est-à-dire que la science est capable d'influencer la société, mais la société, elle, ne serait pas capable d'influencer le cours de la science. Donc, déterminisme technologique, on va l'expliciter en classe, et neutralité morale de la science. Essayez de déboulonner un peu ce mythe-là. L'idée que la science est amorale, vous allez voir que la science, si on regarde la recherche en science, elle est loin d'être amorale. Puis la science, au sens de technique, en sciences et génie, celle-là aussi, elle est loin d'être amorale. Il y a des projets moraux qui sont là, derrière cette science et cette technique. Donc, venez en classe demain pour distinguer tout ça. En classe aussi, deuxième objectif, énoncer les principaux arguments permettant de déconstruire les mythes que sont le déterminisme technologique et la neutralité morale. Il y a quelques arguments que j'ai mobilisés dans cette présentation et je vous réexpliquerai tout ça demain en classe. Et à la fin de ce module, donc 2 autres objectifs, identifier, ici c'est plus réflexif, je dirais, comme objectif. À la fin de ce cours ou à la fin de ce module, vous devriez être capable d'identifier les valeurs, les idéaux, les projets sociaux et environnementaux qui sont promus dans les projets scientifiques et techniques auxquels vous allez contribuer. Donc, faire ce pont supplémentaire-là, ce pas supplémentaire-là, je vais me mettre au service d'un employeur, de projets techno-scientifiques. Quelles sont les valeurs, les idéaux, les projets sociaux qui se cachent peut-être derrière ces projets? Puis, dernier objectif, reconnaître les conséquences sociales découlant plutôt de l'activité du professionnel. Donc, essayez pour vous d'identifier quelles sont les conséquences sociales de mon rôle. Donc, j'exercerai un rôle, je me mettrai au service d'un employeur qui, lui, me demandera de participer à certains projets techniques et scientifiques. Et ce faisant, ma participation aura des conséquences sociales, certaines positives, certaines négatives. Donc, pour vous, là, c'est important de déjà commencer à réfléchir et à articuler ce genre d'idées. D'ailleurs, je vous ai préparé plusieurs forums pour vous exercer en cette matière. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bravo! Hey, c'était notre premier philo. C'était le temps un peu de faire philo sociaux des sciences. On fera exactement ça aussi demain. Donc, bien hâte de vous rencontrer demain, de vous revoir. Sinon, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier module. Donc, dernier podcast aussi, dernier rendez-vous ensemble, dernier café ensemble pour préparer cet ultime rendez-vous en classe. Puis on va examiner. La semaine prochaine, on va voir les grandeurs et misères du système professionnel.
J'ai tenté en classe de vous démontrer pourquoi un système professionnel est pertinent, important, comment il s'est transformé au cours des 100 dernières années, je dirais. Donc, demain, on va défendre, essayer de consigner quelles sont les forces de ce système, pas demain, la semaine prochaine. Donc, consigner les forces de ce système, mais aussi trouver les critiques, peut-être les failles de ce système. On ne peut pas vous laisser aller sans une critique un peu plus sévère du système professionnel, de façon à vous donner une belle tête qui est capable d'articuler les deux côtés d'une médaille. Hein. Il n'y a pas de médaille assez mince pour ne pas avoir deux côtés. Donc, je vous réserve ça la semaine prochaine. Sinon, on se dit oui à la semaine prochaine, sinon demain en classe. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye. L'indice cette semaine, c'est Bruno Latour, la vie de laboratoire. Donc, Bruno Latour, la vie de laboratoire. Fin de l'indice. Et qui est Bruno Latour? C'est l'auteur, là, je vais le citer en classe, là, mais c'est un auteur important sur lequel je me suis appuyé pour vous démontrer la distinction entre le scientifique et le chercheur. Donc, je ne pense pas que je l'ai mentionné pendant ce podcast, mais ça me semblait nécessaire au moins de vous le citer dans les indices de la semaine. Donc, Bruno Latour, la vie de laboratoire. Allez lire ça d'ailleurs. Bye bye.